Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Malherbe, je suis cardiologue et spécialisée en imagerie, en particulier en échocardiographie. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui le professeur Philippe Accart, qui est cardiopédiatre au CHU de Toulouse. Alors Philippe, tu communiques demain sur les progrès de l'imagerie en cardiopédiatrie et plus spécifiquement en échographie et en cathétérisme interventionnel. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour Marie-Christine, c'est un plaisir d'être interviewé par toi, un grand nom de l'imagerie. Moi je vais essayer de te parler de l'imagerie chez l'enfant. Effectivement, demain je dois intervenir sur l'apport de l'échographie 3D, notamment en cardiologie pédiatrique et dans le domaine vaste de la cardiologie interventionnelle chez l'enfant. Donc les apports se structurent essentiellement de deux façons. D'une part, l'échographie 3D dans la salle de cathétérisme et tout ce que ça apporte de nouveau. Et d'autre part, la révolution autour de l'impression 3D dans le domaine des cardiopathies congénitales. Alors l'écho 3D en cathétérisme interventionnel, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la fusion ou l'écho-navigator, c'est-à-dire la superposition des images? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et en quoi ça t'aide, bien sûr? Oui, l'écho-navigator et la fusion des images est une innovation récente qui date d'un peu moins de 2 ans et en fait qui est un long processus d'évolution de l'échographie 3D. Échographie 3D qui est désormais possible en salle de cathétérisme grâce à ces sondes que tu connais bien chez l'adulte, transœsophagiennes 3D, qui permettent de faire des acquisitions volumiques en temps réel et qui sont désormais possibles chez l'enfant, puisque nous avons des sondes miniaturisées qui permettent de faire du matriciel. Donc on applique ce qu'on ne faisait chez l'adulte maintenant sans difficulté chez l'enfant. Alors on a quand même des limites de poids et on ne fait pas de fermeture, notamment de chaînes de communication interauriculaire ou interventriculaire sous échographie 3D en dessous de 15 à 20 kg. Mais disons qu'on peut chez un petit enfant de 5-6 ans faire du cathétérisme interventionnel avec de l'échographie 3D en appliquant, si on a le logiciel, l'écho-navigator. Et en quoi ça t'aide spécifiquement et en quoi ça aide les équipes surtout, que ce soit les techniciens, le cathétériseur, l'échographiste? Quel apport ça donne cet écho-navigator? Alors en fait, faut le voir pour le croire, je vais dire. Il faut être dans une salle de cathétérisme où avec ce système-là, il n'y a plus qu'un seul écran. Il n'y a pas l'écran de l'échographiste, l'écran du cathétériseur, mais un seul écran dans lequel tous les regards convergent, puisque vous aurez à la fois l'imagerie bidimensionnelle classique et tridimensionnelle, l'imagerie scopique, telle que le cathétériseur a l'habitude de le voir, et l'imagerie de fusion, qui surimpose en fait les deux images du 3D et de la scopie. Et c'est donc une possibilité d'améliorer le guidage en fait des sondes et des obturateurs qui vont fermer des communications interauriculaires ou interventriculaires, qui font que cet outil est très précieux. Donc Philippe, en quoi ça va aider à la compréhension de la procédure en définitive? Parce qu'en salle de cathé, il y a du monde. Il y a les infirmières, il y a les techniciens, il y a le cathétériseur, l'échographiste. Donc on a l'impression que là, ça permet un petit peu à tout le monde de comprendre la procédure. Ah oui, encore une fois, il faut y être pour le croire, parce que tous les regards convergent vers cet écran, effectivement du manipulateur qui aide le cathétériseur à l'échographiste. Et on a montré à Toulouse, en l'utilisant depuis maintenant un peu plus d'1 an sur à peu près une trentaine d'enfants, que ça améliore la compréhension de la procédure. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge par exemple l'infirmière ou la manipulatrice radio, elle va mieux comprendre la fermeture par exemple d'un shunt auriculaire ou d'un shunt ventriculaire, de savoir qu'est-ce qu'on fait exactement et qui fait quoi. Alors, ce qui est tout à fait passionnant et quasiment futuriste, c'est le printing 3D. Alors ça, j'aimerais vraiment que tu nous en parles, adapté bien sûr aux pathologies congénitales. Évidemment, parce que nous, c'est de la cardiologie congénitale, donc malformative, avec des structures anormales du cœur, donc on a tellement envie de les toucher. Alors,
comme toi, on a eu des maîtres qui nous ont fait des cours d'anatomie à partir de spécimens d'enfants décédés. Mais heureusement, maintenant, les enfants ne décèdent plus au moment des chirurgies. Et donc, ces cœurs spécimens n'existent plus. Et il nous faut trouver d'autres moyens de compréhension et de communication de la cardiologie congénitale. Et en fait, la médecine a appliqué ce qui est fait dans l'ingénierie, et qui est l'impression 3D à partir de données volumiques. Donc ces impressions 3D, on les fait essentiellement soit après un scanner, soit à partir de données d'échographie 3D. Et là, c'est un assez long travail, un travail de modélisation où il va falloir travailler dans le volume acquis. Et puis ensuite un travail d'impression, donc avec une imprimante 3D qui va nous donner ce petit cœur de taille réelle que l'on va pouvoir manipuler. Alors ça va être formidable pour comprendre la cardiopathie, pour nous les docteurs, mais aussi pour les parents, par exemple, quand il y a une intervention lourde, pour que les parents comprennent un peu ce qui se passe au niveau du cœur de leur enfant. Je pense que c'est très riche en termes d'enseignement. Alors oui, paradoxalement, certains auraient pu penser que ça pouvait être un peu anxiogène pour des parents de voir un cœur tridimensionnel à manipuler. Et finalement, non. Parce que nous, quand on explique une malformation cardiaque à des parents, parfois dès l'anténatal, un couple qui attend une grossesse, c'est pas facile. On a notre petit schéma où on fait des petits carrés, des petites flèches, mais ça reste nécessaire pour expliquer la malformation et la physiologie. Mais d'avoir en 3D la malformation, ça donne un côté réel du cœur et le toucher et avoir une appréhension de ce que c'est exactement la malformation cardiaque de leur enfant. Alors on va rêver, ou peut-être que c'est même pas du rêve, c'est peut-être déjà une réalité. On pourrait imaginer que quand on veut fermer une CIA par exemple, ou en pathologie cardiaque adulte, quand on veut fermer un auricule, on pourrait avoir ces modélisations d'une CIA et adapter et de faire entre guillemets des prothèses sur mesure qui s'adapteraient à l'anatomie spécifique d'un patient, plutôt que d'avoir des prothèses stéréotypées. Pour un TAVI, par exemple, on sait que les prothèses qu'on a sont circulaires, alors que les anneaux ne le sont pas. Est-ce que tu imagines que ça va être possible, ce genre d'application ? C'est déjà dans les études où on peut effectivement reconstruire une voie d'éjection aortique, une voie d'éjection pulmonaire, un auricule, une communication interauriculaire ou interventriculaire. Et donc adapter ainsi totalement au patient la taille de l'obturateur ou de la prothèse qu'on veut mettre. Après, il faut rester dans une médecine réelle, c'est-à-dire qu'il faut avoir la possibilité d'avoir cette imagerie, et là qui est encore scanographique, donc un peu irradiante. Peut-être que l'échographie 3D va s'améliorer dans la résolution et nous permettre de faire du printing. Et après, il faut que les équipes travaillent effectivement sur ces modélisations, c'est beaucoup de temps. Écoute, merci de nous avoir fait rêver et bravo pour ce que tu fais. Je te remercie. remercie. À bientôt. Au revoir.